Pour toi, les souvenirs, quels souvenirs évoquent la dictée? Des très mauvais souvenirs, étrangement. J'ai vraiment pris plaisir à lire une dictée, mais c'est vrai que moi, l'école, d'une façon générale, je suis pas, j'y suis pas restée longtemps. J'avais la chance d'être dans une école privée très stricte, en fait. Et du coup, je me suis sentie bien à l'école jusque, je crois, milieu du collège. Après, ça a commencé à être plus compliqué. Et effectivement, du coup, la dictée, alors que j'adorais les cours de français, la littérature, etc., la dictée, j'étais pas super forte en grammaire, en orthographe, tout ça. C'était pas. Donc, ouais, c'est. Et du coup, là, c'est rigolo de se retrouver de l'autre côté de la barrière, à la place des profs qui étaient les grands et tout. C'était assez marrant, ouais. Parce qu'on se souvient des gens qui nous lisaient les dictées, Ouais, l'intonation, la complètement. ponctuation. Ouais, c'est ça, c'est de la schizophrénie, je me suis sentie à la place des profs et de l'époque. Et du coup, ouais, c'est marrant. Ça permet de dézoomer, en fait. J'ai dit point, j'ai dit virgule, j'ai dit point d'exclamation, j'ai dit point de suspension, j'ai relu, j'ai recommencé, j'ai fait les liaisons, tout ça. C'est drôle, c'est hyper drôle. C'est drôle. Et en même temps, c'est drôle aussi de voir ces gamins et de les voir écrire, demander de répéter, etc. Enfin, c'est la position dans laquelle nous étions à l'époque. Donc, mais c'est perturbant, en fait. C'est perturbant. Alors, moi, je suis pas encore maman. Il va falloir que je m'accélère quand même un moment, et j'ai une vie qui fait que, tu sais, on dit souvent qu'on est juste des mômes qui grandissent. Donc, moi, j'ai un peu le syndrome de Peter Pan et j'ai encore une âme d'enfant. Et c'est vrai que là, ce coup, waouh! On est à la place des adultes avec cette posture, tout ça, c'est assez. Mais c'est drôle. Et c'est vachement bien. Cette initiative est, me semble-t-il, fondamentale, en fait. Voilà, peut-être que j'aurais apprécié bien plus la grammaire ou l'orthographe si finalement c'était Kerry James qui serait venu me lire la dictée et m'expliquer l'importance de la maîtrise de la langue française. Ouais. Donc cette initiative est, je pense, va être très porteuse en fait pour les gamins. C'est forcément souvent des personnalités, que ce soit des humoristes, des chanteurs, etc., disent exactement la même chose que les profs ou que les parents, mais comme ce sont des personnes qui ont été vues à la télé ou machin, d'un seul coup ils deviennent vachement plus crédibles. Et je trouve que c'est une méthode éducative vachement. Alors ça peut pas se faire tous les jours, mais je suis sûre que les gamins vont s'en souvenir toute leur vie en fait de cette journée. Ouais. Donc c'est chouette de pouvoir y participer. Et c'est vrai que dans le hip-hop, on voit que les jeunes connaissent les textes par cœur, ce qui doit faire enrager certains professeurs qui essayent de leur faire apprendre des textes. Quel regard toi tu portes sur l'évolution des textes en général dans le hip-hop? C'est waouh, l'évolution. En fait, le rap, c'est, comment dirais-je, démocratisé. À la fois, pour moi, c'est une victoire parce qu'en effet, on voulait que le rap devienne un style musical. Et pour devenir un style musical, il faut qu'il devienne populaire, que ça soit aussi du divertissement et qu'il y ait plein de styles musicaux dans un style musical. Un peu comme le rock, où on va retrouver de la pop, du heavy metal, du hard rock. Ça reste du rock, mais dans toute sa diversité. Le rap, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Mais du coup, le rap est donc devenu la variété française, mais du coup, on a édulcoré les lyrics. Comme le disait Kerry tout à l'heure dans une classe, lui, quand il s'est mis à faire du rap, le cahier des charges, il y a 20 ans, quand on faisait du rap, c'était de dénoncer les choses. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça le cahier des charges. Si les gens ont envie de dénoncer les choses, qu'ils le fassent, mais les gens font avant tout du divertissement, et parfois même, finalement, au lieu de dénoncer des injustices, ils pointent du doigt et ils méprisent eux-mêmes les gens pauvres et sans pour autant donner de solution. Donc moi j'ai toujours peur. Moi j'écoute tout style de rap, même du rap un peu street, etc. Mais pardon. Mais j'ai toujours peur de la lecture des gamins en fait. Voilà. On me dit qu'il faut absolument qu'ils comprennent que voilà, c'est de la musique, c'est de la fiction et qu'il faut prendre certains textes, en tout cas au second degré. Mais je suis contente je suis contente que le rap se soit démocratisé. Après, je regrette quand même que certains artistes qui ont des textes concrets et consistants et qui pourraient parler au plus grand nombre ne sont pas forcément ceux qui sont mis en avant aujourd'hui. Voilà. Pourtant, pour les ados, c'est l'âge où il faut se rebeller.
Ouais. Donc des textes engagés, c'est ce qui devrait le plus... J'ai l'impression que c'est une génération, la génération qui a 15 ans, 10, 15, 18 ans, ils sont pas politisés comme on l'était, ils s'en foutent. Eux, ils veulent avoir des likes sur Insta, sur Snap, sur Facebook. La rébellion, elle se fait pas là. La rébellion, elle se fait dans la Fashion Week. La rébellion, elle se fait dans le swag. La rébellion, elle se fait... mais pas finalement dans des prises de position ou dans des textes conscients, malheureusement. Pourquoi? J'en sais rien. Je pense qu'il y a une histoire d'éducation, déjà. Les parents qui ont des enfants de 15 ans aujourd'hui, ils ont notre âge. Hein. Donc, ils ont... Enfin, en tout cas, mon âge, ils ont 40 piges. Les certains du hip-hop engagé. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait écouter à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils leur ont transmis? Je ne sais pas. Et après, il faut aussi comprendre que les choses évoluent. Et aujourd'hui, il y a des artistes comme Kalash Criminel, par exemple, qui peut paraître très gang, mais qui dénonce un tas de choses, mais différemment. C'est-à-dire qu'il va pas faire une explication de texte ou un texte de 9 minutes comme Kerry pourrait le faire, mais il va faire envoyer des punchlines courtes, efficaces, où d'un seul coup, il se retrouve à parler de Kadhafi, de Kabila, etc. Donc si les gamins sont un peu curieux, ils vont aller chercher, voilà, googliser qui est Kadhafi, qui était Kadhafi, qui est Kabila, qui est, etc., etc. Mais c'est vrai que d'une façon générale, comme le rap est devenu de la variété aujourd'hui, a remplacé la variété, du coup, une grande majorité aujourd'hui fait de la variété et donc ne dénonce plus rien. Voilà. Mais vraiment, encore une fois, c'est une question d'éducation, quoi. Les gamins aujourd'hui ils consomment, je pense, un certain style de rap comme on pouvait nous consommer des trucs très populaires à l'époque, en fait, tout en écoutant du rap. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, cette nouvelle génération, pas franchement dans la revendication, pas franchement dans la prise de conscience, mais peut-être que ça viendra. Mais je crois aussi que ce système de réseaux sociaux, Snap, tout ça, machin, même si moi j'y suis, hein, pour le coup, hein, mais ça pousse pas. Finalement, ça devrait être utilisé à des fins plus nobles, dirons-nous. Ouais. On sait aussi que les révolutions arabes, Tunisie, etc., se sont faites essentiellement grâce à Facebook, etc. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle les chefs d'État sur le continent verrouillent grave Internet pour être sûr que justement il n'y ait pas de rébellion. Mais les gamins n'ont pas forcément conscience de ça et utilisent ça. On voit qu'en fait ce qui fonctionne, c'est une nana qui fait un booty check, un chat qui tombe de la fenêtre, et là tu fais des millions de vues. D'un seul coup, Donc c'est aussi une part de responsabilité. Et prendre sa part de responsabilité à 12 ans, moi je sais que je l'ai prise en tombant amoureuse justement du rap, etc. Parce que j'avais des leaders d'opinion, etc. qui me guidaient. Là aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, ouais. C'est pas ces leaders d'opinion-là dans le rap qui aujourd'hui ont l'âge d'avoir leur société qui ont les maisons de production, ni les radios, ni tout ça aussi. Donc, non, mais parce qu'on est en France, en fait. C'est-à-dire que je dis souvent que si Oprah Winfrey était en France, elle serait restée femme de ménage, clairement. Donc on est aussi dans le système. Il y a des machines, les gens qui dirigent globalement nos médias, nos maisons de disques sont des énarques et pas du tout des gens de terrain. Et que ça ne bouge pas. Il y a un bouquin qui a été écrit, dont je ne me souviens plus de l'auteur, mais qui parle de la médiocratie. Et je trouve globalement qu'en France, on est dans la médiocratie. On est tous sauf dans la méritocratie. Les bonnes places sont prises par les mauvaises personnes et finalement, ça pose le problème à personne. En fait, ça pose un problème à tout le monde, mais pas à une certaine élite. Et on est quand même dans un pays où le ministre de la Culture, je ne sais plus sous qui, je crois que c'était sous Sarkozy, ministre de l'économie, était incapable de te donner le prix d'une baguette de pain. C'est quand même magique. Mais c'est très symptomatique de la société française, en fait. Je pense qu'on est beaucoup de gens qui ont fait des études, etc., qui n'ont pas forcément d'expérience de terrain, de visibilité, qui ne vont pas forcément sur le terrain, ont des postes qui me paraissent finalement illégitimes. Voilà. Et donc, ça se reflète, ça, tu le retrouves dans le rap. Et dans le rap, finalement, moins qu'ailleurs. Parce que, finalement, Booba a monté au KLM. Enfin, tu vois, il y a quand même de plus en plus d'initiatives. Il y a des labels, il y a Bomaye, Youssoupha qui produit que Black NASA, etc. Ça se fait, effectivement. Mais ça se fait pas en un jour non plus. Et puis, c'est aussi au peuple de prendre sa responsabilité, encore une fois, et de suivre plus l'indépendance que le mainstream. Totalement sans rapport. La thématique du vivre ensemble, ça t'inspire quoi?
En fait, ce mot, c'est comme le mot citoyen du monde, tu sais, par exemple, ou entrepreneuriat au féminin. C'est ce genre de termes, en fait, qui sont de jolis termes à la base, ont tellement été galvaudés, biaisés, utilisés à mauvais escient, et notamment et surtout par les politiques, que, tu sais, comme le mot diversité, ça veut dire quoi? Moi, je sais que quand j'allais à France Télévisions, et une fois, je suis allée à France Télévisions, on m'a reçu, c'était assez drôle. Je devais aller voir une direction des programmes, et d'un seul coup, quand j'arrive là-bas, je me rends compte que je suis à la diversité. Tu vois? Et ce que je proposais, en plus, ça n'a rien à voir avec le rap, c'était pas un truc genre Bondi Blog, ou tu vois, un truc qui pourrait peut-être justifier la diversité parce que on met en avant une certaine communauté. C'était un truc hyper généraliste, sociétal, avec Catherine Laborde, Fabrice Eboué, enfin, tu vois, vraiment, on était dans le mainstream. Et quand t'arrives, oh Loulou, il aime pas non plus le mot diversité. Non, il aime pas diversité. Tu vas, parce que tu en fais partie. Toi aussi, toi aussi, Sony, tu vas te retrouver. On va te mettre en diversité, mon pote. Et donc là, d'un coup, t'arrives et tu dis en fait diversité, c'est quoi? C'est les Noirs, les Arabes, allez, les Asiatiques. Bon, pas les Roms parce qu'ils sont même pas considérés comme humains, tu vois. Ça ne sont pas des êtres humains. Non, mais enfin, on en est à ce stade-là, quoi. Donc la diversité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le vivre ensemble, c'est quelque chose qui devrait juste être absolument naturel, qui est imposé même pas, parce que on a parlé de quotas, par exemple, pendant des années en médias. Moi, je suis pour. Par exemple. Pour les quotas. Ouais, je suis pour parce qu'en fait, de toute façon, si tu laisses faire les gens, de toute façon, c'est pas demain la veille que les choses se feront. Ça me fait vraiment mal d'être réduite à un pourcentage. Mais si les gens, tu sais, en fait, encore une fois, je disais beaucoup de énarques, de gens comme ça, au-delà de ne pas aller sur le terrain, c'est des gens qui sont ignorants souvent. Moi, j'adore avoir des gens brillants avec qui je suis absolument d'accord sur rien, mais avec qui on peut discuter, échanger, débattre. Pour le coup, comme on n'est pas d'accord, on va échanger des idées, et puis peut-être que chacun, justement, va peaufiner son avis, etc., et avancer et grandir. Quand tu es devant des gens qui sont ignorants, à un moment donné, tu vas pas refaire l'éducation de quelqu'un qui a 50 piges. Donc en fait, le vivre ensemble, tu vois, c'est des grandes théories, de grands trucs, alors qu'en fait, pour moi, le vivre ensemble, c'est de pouvoir, voilà, tu vas à Bali, il y a une véritable notion de vivre ensemble, mais qui est naturelle. Tu vas à La Réunion, tu as ce vivre ensemble, tu vois. En France, on nous bassine sur le voile, sur machin, mais qu'est-ce qu'on... Bah, tu vois, pareil. Il est d'accord avec moi, Sony, je sens qu'il est... On a un militant. Moi, je considère qu'en fait, le vivre ensemble, tu vois, on mélange un peu tout, qu'on parle ne serait-ce que... Le vivre ensemble, par exemple, pour moi, la laïcité, c'est de laisser les gens porter le voile, la kippa, une croix, ce que tu veux, un truc bouddhiste, machin, et tout le monde est ensemble, et les gamins sont tous ensemble, et ils grandissent comme ça, et en fait, c'est absolument normal, comme en Angleterre. En Angleterre, t'as ça, t'as des douanières qui sont voilées, machin. On s'en fout, en fait. Et tout le monde s'en fout. C'est même pas un débat, et d'un seul coup, du coup, en plus, tout le monde a le respect de la culture de l'autre, puisqu'il la connaît. Ils la connaissent depuis leur plus tendre enfance. Et donc, du coup, il n'y a pas de prise pour les politiques pour diviser, tu vois. Donc, c'est les mêmes personnes qui divisent qui te parlent de vivre ensemble, en fait. Donc, on est dans la démagogie la plus totale. Le vivre ensemble, c'est juste simplement accepter et le simple fait que nous sommes donc des citoyens du monde, que nous sommes donc tous égaux, que nous sommes donc exactement les mêmes, à part 2-3 détails qui ne sont que des détails, justement, la couleur, le machin, on s'en fout, en fait, tu vois. J'ai retrouvé, moi, des Chinois au fin fond d'une rizière qui me ressemblaient plus, finalement, spirituellement ou dans ce que je suis fondamentalement, que quelqu'un une tismée qui me ressemble moi. Tu vois ce que je veux dire? Et on le sait, j'enfonce des portes ouvertes. Donc le vivre ensemble, c'est ça. Et le vivre ensemble, bah, c'est même pas, en fait, à la base, c'est même pas de l'éducation, quoi. Ça devrait juste être quelque chose de naturel, voilà. Mais c'est sûr que, ouais, encore une fois, aujourd'hui, ça ne reste que des grandes phrases de politique qui sont les premiers à diviser. Une dernière question. Notre magazine s'appelle Rebellissime. Est-ce que tu as un rebelle que tu aimes particulièrement? Moi, déjà, le mot rebelle, si tu veux, pour moi, rebelle, j'aime pas... Enfin, je l'entends pas comme la majorité des gens, certainement. Les rebelles sont souvent des gens qui sont plus éclairés que d'autres et qui sont des gens qui sont justes, en fait. On se rebelle. Il faut toujours aller à la racine des choses, en fait. On peut dire que Mandela, que Luther King, etc. étaient des rebelles, mais pour moi, c'était pas des rebelles, en fait. C'était de grandes âmes qui supportaient pas l'injustice et qui ont essayé de faire des choses, en fait.
Donc quels sont les exemples? Mais j'ai 1 milliard d'exemples. J'ai beaucoup d'exemples. Tu vois, je viens de te dire Luther King, mais ça peut être aussi James Baldwin qu'on connaît moins. Il y a d'ailleurs un super documentaire qui a été fait par Raoul Peck sur I'm Not Your Negro, qui a d'ailleurs été, je crois, nommé à Cannes. Et vraiment, c'est vachement bien. Suivez ce truc-là, enfin, allez voir ce documentaire. Mais moi, mes rebelles, c'est ma grand-mère, c'est ma mère, tu vois. Enfin, c'est plein de gens qui ont ce courage d'aller à contre-courant, ou en tout cas de ne pas suivre la majorité, puisqu'on sait bien que la majorité n'a pas forcément raison. Donc après, dans les exemples, voilà, des exemples, on en a tous. Je ne vais pas te citer Lumumba, Sankara, et tous ces gens qui ont... Ou Sœur Teresa, ou tu vois, pour moi, c'était une rebelle aussi. Ouais. Tu vois, l'abbé Pierre... un tas d'exemples, un tas de gens. Je trouve qu'on manque, en ce moment, notre ère manque d'exemples, manque de leaders. On manque de grandes âmes, en fait. En tout cas, elles ont du mal à émerger, à sortir. Mais je pense qu'en fait, on est tous un petit peu... Enfin, on est tous... Enfin, pas tous, non. Mais... Enfin, si, ça sommeille en nous. Après, tu déclenches ou tu déclenches pas. Mais mes rebelles sont tous les gens au quotidien, tu vois, qui ont la force de ne pas se laisser désinformer, endoctriner. Donc oui, les grands rebelles, mais surtout les rebelles de tous les jours qui luttent pour justement ne pas tomber dans la matrice, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.